Alors aujourd'hui, une première vidéo consacrée à la notion de monnaie, et plus précisément aux origines économiques de la monnaie et à ses fonctions. Alors on va se donner pour objectif de savoir expliquer ces fonctions à partir de l'origine économique de la monnaie. Les notions essentielles, donc évidemment, fonction de la monnaie, et on reviendra également sur la notion de prix relatif abordée dans le premier chapitre. Alors, quand on parle de l'origine économique de la monnaie, il faut déjà se représenter ce que pourrait être une économie sans monnaie. Une économie démonétisée, c'est-à-dire une économie de troc. Pour ça, on va imaginer une société fictive, donc sans monnaie, constituée de seulement 3 individus. Chacun de ces individus est tour à tour offreur ou demandeur d'un produit. Par exemple, Fred, ici, est offreur d'une cravate et demandeur d'un collier. Donc on voit que s'il veut obtenir son collier, il doit s'adresser à Vilma. Problème, Vilma souhaite, elle, une peau de bête. Donc on perçoit ici qu'il y a une incompatibilité des besoins entre Fred et Vilma. L'échange entre nos deux protagonistes, l'échange direct en tout cas, est impossible. On peut faire la même remarque entre Vilma et Barney, et la même remarque encore entre Barney et Fred. Aucun échange direct n'est possible. Alors là, évidemment, c'est simple, il n'y a que 3 individus. Donc par exemple, pour Fred, il suffirait de procéder à un échange intermédiaire avec Barney, puis de procéder à un échange final avec Vilma. Donc on perçoit ici un premier problème posé par les économies sans monnaie, c'est celui de l'incompatibilité des besoins. Et ce problème devient évidemment très important lorsque la taille de la population augmente. Donc avec 3 individus, c'est pas vraiment problématique, mais quand on raisonne sur une échelle de 10, 20 ou des millions d'individus, là évidemment cette question de l'incompatibilité des besoins se pose avec force. Deuxième élément négatif qu'on peut mettre en évidence, c'est celui du nombre très élevé de prix relatifs qu'il faut calculer. Lorsqu'il n'y a pas de monnaie, eh bien, le prix de chaque produit doit être exprimé dans la quantité de tous les autres produits. Et ça devient problématique à partir de 4 produits, parce qu'à partir de 4 produits, on peut montrer mathématiquement que le nombre de prix relatifs à calculer est supérieur au nombre de produits. Alors quand il n'y a que 3 produits, comme dans le cas précédent, ça ne pose pas de problème, mais imaginons que l'économie compte 10 000 produits, ce qui est encore très en dessous de notre réalité économique, eh bien, il faudrait calculer dans ce cas-là 49 995 000 prix relatifs. On voit donc ici toute l'étendue du problème. Alors on peut montrer assez facilement que l'introduction de la monnaie permet de résoudre ces 2 problèmes en même temps. Celui du nombre de prix, d'abord. Avec la monnaie, il y a autant de produits que de prix. On dit que la monnaie est un équivalent général. Donc on met en évidence ici ce qu'on appelle une fonction d'unité de compte. Les prix de chaque produit sont formulés en unités monétaires, des euros, des dollars, bref, ce que vous voulez, mais le nombre de prix monétaires est égal au nombre de produits. On comprend que ça facilite considérablement le calcul des prix. Deuxième aspect positif que permet la monnaie, elle permet d'échanger entre des agents aux besoins incompatibles. On résout le problème de l'incompatibilité des besoins, c'est la fonction d'intermédiaire des échanges. N'importe quel produit peut être échangé contre de la monnaie. On peut le montrer facilement en reprenant notre exemple de tout à l'heure. Désormais, Fred peut obtenir son collier directement auprès de Vilma en lui donnant de la monnaie. Il introduit ce qu'on appelle un flux monétaire. En échange de quoi, Vilma va accepter donc de céder son collier. Elle introduit ici un flux réel. Alors pourquoi est-ce que Vilma va accepter la monnaie donnée par Fred? Parce qu'elle sait qu'elle pourra ensuite utiliser cette même monnaie pour se procurer auprès de Barney la peau de bête dont elle rêve. De la même façon, Barney va accepter la monnaie donnée par Vilma dans la mesure où il sait qu'il pourra utiliser cette monnaie auprès de Fred pour obtenir la cravate qu'il souhaite. Alors tout ceci a l'air très simple, ça marche très bien a priori, sauf que ce circuit n'est possible qu'à certaines conditions. Alors pour le montrer, on va imaginer que chacun de ces échanges n'a pas lieu le même jour. Le premier a lieu le lundi,
l'échange suivant a lieu le mercredi et le dernier échange a lieu le vendredi. Vilma va accepter la monnaie donnée par Fred le lundi, à une condition. À condition que le pouvoir de cette monnaie reste constant dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit pouvoir acheter la peau de bête auprès de Barney dans les conditions de prix qui sont celles du lundi. Il ne faut pas qu'entre le lundi et le mercredi, le prix de la peau de bête est augmenté. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat de la monnaie doit être conservé dans le temps. On peut faire le même raisonnement avec Barney. Barney ne va accepter la monnaie donnée par Vilma que s'il sait qu'il pourra utiliser plus tard cette monnaie pour acheter la cravate de Fred, ce qui suppose, là encore, que le pouvoir d'achat de cette monnaie soit maintenu dans le temps. Une même quantité de monnaie doit pouvoir acheter la même quantité de biens ou de services le lundi, le mercredi ou le vendredi. Donc on met en évidence ici l'importance de la valeur de la monnaie, son pouvoir d'achat. Il ne doit pas baisser dans le temps. Un échange de données effectué le lundi doit pouvoir être réalisé dans des conditions identiques, c'est-à-dire sans variation de prix monétaire, le vendredi. Plus les prix augmentent, plus la monnaie perd de son pouvoir, et donc moins les agents ont envie d'utiliser cette monnaie. Deuxième élément, donc, pour que cela soit possible, il faut que chaque individu doit avoir confiance, c'est le moins important ici, dans le maintien du pouvoir d'achat de la monnaie, c'est-à-dire dans la capacité de la monnaie à acheter des biens et des services. C'est la condition pour que la monnaie soit acceptée comme intermédiaire d'échange. Donc on a mis en évidence ici une troisième grande fonction de la monnaie qui est la fonction de réserve de valeur. L'échange monétaire peut être différé dans le temps. Donc on voit qu'une monnaie a trois grandes fonctions économiques, c'est ce qu'il vous faut retenir. Une fonction d'unité de compte, une fonction d'intermédiaire des échanges, une fonction de réserve de valeur. Votre travail doit consister à savoir expliquer précisément chacune de ces trois fonctions. Donc on a développé ici ce qu'on appelle une approche fonctionnelle de la monnaie, qu'on attribue en général à Aristote, mais cette approche, elle nous renvoie à une nouvelle question. N'importe quel bien peut-il servir de monnaie? En d'autres termes, n'importe quel bien peut-il assurer ces trois grandes fonctions économiques? Eh bien, c'est ce qu'on verra dans notre prochaine vidéo.